Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cette deuxième partie, Xavier de Mezrac revient notamment sur la gestion du stress physique et moral parce qu'il a dû faire face à une crise financière sans précédent au sein du groupe Euro Disney. Il met l'accent aussi sur l'importance de privilégier l'épanouissement personnel et l'alignement culturel avec une entreprise, plutôt qu'un gain marginal de rémunération ou de prestige, notamment lorsqu'il a rejoint le groupe Auchan en 2000. Enfin, nous abordons la nécessité de l'immersion terrain pour construire sa légitimité managériale et apprendre le respect non fin de tous les métiers de la chaîne de valeur d'une entreprise. Je vous laisse maintenant avec Xavier pour la suite de notre échange. On doit être en 1993. Ouais. Et je rejoins donc Euro Disney comme directeur financier du groupe. Et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé dans une société américaine auparavant, d'avoir vécu aux États-Unis, était une excellente préparation pour ça. Et ce que je dis à mes étudiants aussi, c'est que dans sa carrière, il faut essayer d'établir des pôles de compétences qui vont vous servir, et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, puisque j'avais développé cette compétence financière chez Corning. Et donc, je rejoins Euro Disney avec un patron charismatique qui s'appelait Philippe Bourguignon, expérience passionnante, mais je savais qu'il y avait quelques difficultés financières, on m'avait pas caché que c'était pas évident pour la recapitalisation, etc., mais assez vite, quand j'arrive, je découvre que la situation est beaucoup plus grave que ce qu'on m'avait dit dans les interviews, les entretiens d'embauche. Oui, donc il y a vraiment quand même une découverte. C'est pas, vous n'avez pas décidé de rejoindre en pleine connaissance de cause du contexte financier de l'entreprise. Alors, parce que ce détail a son importance, parce que moi je voulais vous comprendre comment est-ce qu'on décide de faire ça, quoi. On m'avait dit, il y a des difficultés, ça va s'arranger avec la maison mère. Je vous cache pas, Xavier, qu'il y a des difficultés. Vous pourrez pas me reprocher de pas vous l'avoir dit. Quand même. Donc, il y avait ça. Mais le niveau des difficultés était bien au-delà de ce qui m'avait été dit. Et pourquoi ? Parce que ceux qui m'ont parlé, eux-mêmes, n'étaient pas conscients du niveau de gravité des difficultés. Donc, ils n'avaient même pas le sentiment de minorer les choses ou de me mentir. Ils ne savaient pas, en fait. Et moi, quand je rejoins donc Euro Disney, assez vite, j'ai des conversations avec les banques, puisque je suis l'interlocuteur privilégié en France des banques. Je dis bien en France, parce que Euro Disney était une société à 100%, majoritairement détenue par la Walt Disney Company aux États-Unis, mais cotée en bourse à Paris, et les financements étaient essentiellement des financements de banques françaises. Donc j'étais à la fois l'interlocuteur privilégié des banques françaises, mais le décideur au bout du bout étaient plutôt les Américains, et ils me tenaient au courant, mais le décideur final, c'était pas nous, c'était les Américains. Et donc, assez vite, je découvre que la situation est beaucoup plus grave que ce qu'on m'avait dit, à tel point que, à un moment, je comprends que la Walt Disney Company, notre actionnaire, est en train de réfléchir entre deux options. La première, c'est de tenter de refinancer, de renégocier les financements avec toutes les banques. Et la deuxième option, c'était mettre en faillite Euro Disney pour faire effacer les dettes. Et là, je ne vous cache pas que le choc a été rude. Et pour la première fois dans toute ma carrière, j'ai senti dans mon corps les conséquences de cette crise. Je vais vous dire, en fait, ce qui s'est passé. En fait, au bout d'un moment, j'étais un peu en première ligne avec notre président et puis mon homologue américain, avec les banques, et j'avais du mal à dormir, et surtout, j'ai eu des problèmes musculaires, et au bout d'un moment,
j'ai dû marcher avec une canne parce que le niveau de stress avait fait que j'avais des problèmes de dos, etc. Ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie, et d'ailleurs, ça ne m'est plus jamais arrivé après. Ça donne une idée de l'intensité de ce que c'était. À 35 ans. Et là, j'ai à peu près 35 ans. Ouais, Ouais. parce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que vous étiez très jeune et très sportif. Ouais, et je faisais pas mal de sport, c'est vrai. Et là, en fait, pour moi, la leçon, c'est qu'il faut être conscient qu'il peut y avoir des situations professionnelles qui créent un niveau de stress que le corps a du mal à intégrer. Et là, avec le recul, pardon, je vous coupe, mais quand vous dites ça, avec le recul, c'est quoi finalement les éléments dans cette situation qui, peut-être, selon votre hypothèse, provoquaient finalement cette chose-là que vous n'avez pas revécu ensuite, sachant que ensuite vous avez quand même été dans des rôles à responsabilité très forts avec aussi beaucoup d'enjeux. Qu'est-ce qui a fait que c'était singulier finalement à ce moment-là? Quand vous vous réveillez le matin, directeur financier d'une société comme ça, et que vous comprenez que dans une semaine ou 2 semaines, vous risquez de vous trouver en cessation de paiement avec une faillite derrière, la situation est vraiment extrême. Mes homologues américains, c'était pas leur problème. Eux, ils réfléchissaient, mais c'était pas leur problème, mon état d'âme et mes inquiétudes. Et l'équipe en France, bien sûr, c'était leur problème, mais ils étaient peut-être un peu moins exposés que moi. Et puis peut-être aussi, avais-je là une forme de faiblesse, pas de faiblesse, de fragilité. Chacun a ses fragilités à ce moment-là, d'autant plus que il y avait très peu de temps que j'étais chez Euro Disney, donc j'avais pas encore un réseau très solide, et donc quelque part on se sent un peu isolé, un peu seul. Mais là, après j'ai parlé avec d'autres cadres qui ont connu quelquefois des situations comme ça extrêmes. Là, c'est aussi la même recette, ne pas rester seul, et peut-être que ce que j'aurais pu faire différemment à ce moment-là, c'est de m'en ouvrir un peu plus avec certaines personnes et mieux partager ça, et ces personnes auraient peut-être eu la capacité à me dire Xavier, relativise, c'est pas la fin du monde. Donc une période... Et comment on se relève de ça, à ce moment-là, en fait, quand vous êtes... Parce que il y a eu un moment où ça allait mieux. Comment en fait, il y a eu une restructuration financière profonde qui a été faite. Pas eu de dépôt de bilan. C'est le scénario 1. Oui, c'est le scénario 1 qui a eu lieu. Il y a une restructuration financière. Les banques ont perdu beaucoup d'argent. Elles ont dû abandonner une partie de leurs créances, mais il n'y a pas eu de dépôt de bilan. Parce que dépôt de bilan, ça voulait dire aussi, pour moi, chômage. Je venais de quitter une entreprise, etc. Donc, c'était quand même, ça avait des conséquences sur l'entreprise, mais également sur moi. Bien sûr. Donc, finalement, c'est l'option restructuration de la dette qui a été retenue, et Euro Disney a pu repartir. Seuls les milieux financiers, bancaires étaient au courant, mais le grand public qui venait par centaines de milliers, eux, ça n'a rien changé pour eux. Et Euro Disney, qui est devenu la Disneyland Paris, a continué son activité commerciale, qui s'est assez bien développée, sans être un succès énorme, mais assez bien développé, et a repris une vie normale. Moi, j'ai participé aux discussions de renégociation de la dette avec les banques, en liaison avec mon homologue américain, et très vite, donc, le niveau de stress a baissé, et comme vous le faisiez remarquer, effectivement, je faisais pas mal de sport, je courais au moins 1 jour sur 2, et je suis sûr que ce sport régulier m'a aussi aidé à gérer ce genre de situation, et ça a été vrai dans toute ma carrière. D'ailleurs, l'importance de l'exercice physique a été pour moi un élément important, et ça l'est encore aujourd'hui d'ailleurs de ma carrière. C'est vrai que ça... Enfin, je souscris à ça. Je trouve que c'est pas suffisamment dit. Bon, de plus en plus quand même maintenant on réalise que c'est important de muscler le corps et l'esprit, et que finalement les deux sont nécessaires. Mais c'est vrai que parfois, il y a quelques temps, je pense que c'était moins le cas. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus admis dans notre génération de se dire, bon voilà, si je suis justement dans un rôle à responsabilité, il faut pas que je m'oublie, il faut que je sorte, que je prenne soin de moi. Ouais, j'espère que c'est bien rentré. Peut-être que c'est dans
mon monde à moi, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça... Non, je crois qu'il y a eu des progrès quand même. Ouais. Et je crois qu'il y a eu des progrès, effectivement. Et après, puisqu'on reste sur le sport, donc j'ai toujours fait beaucoup de courses à pied, mais à 50 ans plus, à chaque fois que je courais, je me blessais. Et ça arrive souvent. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Et là, j'ai fait une conversion de coureur à cycliste. Et je fais maintenant, depuis une quinzaine d'années, même plus, oui, une quinzaine d'années, pas mal de vélo. Je fais au moins 150 km par semaine. Et c'est comme ça que je maintiens la forme. Et je dirais que pour les jeunes et les cadres d'entreprise, c'est vraiment important de trouver sa discipline qui lui permet effectivement de s'entretenir et de dormir la nuit. Parce que quand vous faites du sport, vous dormez mieux la nuit. Et quand on est dans des postes de responsabilité, souvent, des soucis peuvent vous gêner pour dormir. Je m'en aperçois aussi quand je parle avec des amis, etc. Donc, c'est l'une de mes recettes pour bien dormir, c'est bien de faire de l'exercice physique. Très clair. C'est un bon message. Voilà. Je suis désolé, en fait, je tousse. Je suis enrhumé en ce moment, donc vous l'entendez à mon nez, je parle du nez, mais on n'arrête pas de travailler parce qu'il y a un petit rhume. Je voulais revenir sur un dernier élément sur cette période-là, et puis après on passera à l'étape d'après. Vous parliez des négociations et de la relation aux banques. Oui. Là, si on revient encore une fois au socle de compétences de quelqu'un qui va travailler en direction financière toute sa carrière, c'est aussi un type de situation en fait qui est très intéressante en termes d'apprentissage, parce que c'est une situation dans laquelle la relation aux banques est particulière. Qu'est-ce que vous avez retenu ou appris, ou avec le recul, quelque chose qui peut servir à des personnes aujourd'hui qui, par exemple, soit sont entrepreneurs, soit sont amenés à de facto avoir une relation parfois très positive et parfois plus difficile avec les banques? La question n'est pas facile. Là, je sais. Parce que La réponse n'a pas besoin d'être exhaustive. Hein, Ouais, voilà. ouais. Et ça, du coup, ça laisse un peu Ouais. Ouais. Moi, ce que j'ai retenu quand même dans ma carrière, c'est que on a toujours intérêt à dire la vérité à la banque avec laquelle on travaille. Même si, quelquefois, on a envie d'attendre un peu avant de tout dire. Parce que, quelque part, et je m'en suis aperçu plusieurs fois, la sincérité vis-à-vis de la banque, c'est un moment difficile à passer quand vous le dites, mais après, finalement, le banquier, parce que la banque, c'est des hommes en face de vous, ils vous accorderont un crédit réel, plus important, et qui finalement va vous aider à gérer la difficulté, à passer la difficulté. Alors que c'est vrai que bien souvent, on a envie de parler de ses résultats passés, par exemple, et puis si la prévision de l'année N+1 n'est pas terrible, on a envie de la passer sous silence. Et donc, c'est vrai, on gagne 3 ou 4 mois de discussions difficiles avec ses interlocuteurs, mais au global, ma conclusion, mon expérience, c'est que finalement, c'est dans l'intérêt de l'entreprise de dire aux banques en amont toute la vérité sans essayer de rosir la situation. Parce que finalement, ce que vous allez gagner en crédibilité va vous permettre de vous aider à trouver avec la banque des solutions ad hoc. Et quand on met la banque, je dirais, un peu en fin de course devant le fait quasiment accompli, on n'est pas gagnant. Et la banque, à juste titre, peut vous en vouloir d'avoir caché ou ne pas avoir dit avec suffisamment d'anticipation ce qui est en train de se produire. Voilà comment je répondrai à votre question. Et là, si on revient peut-être pour illustrer avec ce cas-là de Walt Disney, de mon point de vue très naïf et pas expert, quand on voit que les renégociations ont été bonnes, qu'ils ont, pendant plusieurs... Enfin, vous le disiez, parlé de créances qu'ils n'ont pas recouvrées, c'est plutôt un bon deal, entre guillemets, pour l'entreprise. Du coup, on se dit, ça veut dire que vous avez réussi a priori dans cette relation-là à atteindre le bon deal. Est-ce que c'est quoi la part finalement de la relation, en fait, à quel point ce que vous venez de dire a joué ou...
Non, je vais vous dire, je ne prétends pas avoir été le maître d'œuvre de la renégociation avec les banques parce que c'est l'actionnaire américain qui a négocié directement avec les banques. Moi, je participais, mais j'étais pas le décideur ni le négociateur en chef. C'était la Walt Disney Company, Ok. principal actionnaire, et qui était en revanche. J'ai énormément appris pendant cette période comment ça se négociait, comment ça se gérait. Et à mon modeste niveau aussi, j'ai toujours essayé de ne pas abuser les banques sur la situation réelle d'Euro Disney. Et la Walt Disney Company aussi était très attentive à ça. Par exemple, ce qui n'était pas acceptable dans la culture Disney, c'est de donner aux banques une prévision sur les 6 mois qui viennent qui était différente de la prévision qu'on utiliserait en interne. Mhm. Et je donne cet exemple parce que la tentation est énorme quand vous êtes dirigeant de donner une version un peu plus rose de la situation. Mais au bout du bout, lorsque l'autre interlocuteur découvre que la prévision qui existait en interne n'était pas celle que vous avez partagée, le prix à payer peut être lourd aussi. Très clair. Je propose qu'on avance sur un moment, en fait, à titre, en tout cas, personnel, je trouve que dans une carrière, c'est intéressant de comprendre ça. C'est le moment où vous passez dans le rôle d'après, dans une organisation peut-être que les plus jeunes connaîtront moins, mais qui était une très grosse entreprise française, qui s'appelait Alcatel-Alstom. L'avantage, c'est que bon, Alcatel et Alstom, on voit à peu près ce que c'est. Mais à l'époque, c'était un groupe. Absolument. Et ce groupe-là était, pour donner juste quelques éléments de contexte, c'était un des leaders, voire le leader de l'électrification de la France, en fait. Ils avaient aussi des activités dans le nucléaire avec des parts dans Framatome. C'était vraiment sur tellement d'activités sur toute la question de la fibre optique, des câbles sous-marins. Enfin, en fait, énormément d'éléments d'infrastructure. À l'époque aussi, en France, où il y avait de la planification, c'était une entreprise qui était au cœur du réacteur. Ça, c'est juste pour donner le contexte. Et donc, je veux bien que vous m'expliquiez comment vous faites ce passage, cette sortie en 97. En 97, donc, je quitte Euro Disney avec une expérience difficile mais précieuse de restructuration financière, de gestion de la relation avec la maison mère aux États-Unis, etc. Je rejoins Alcatel comme directeur financier adjoint. Et donc là aussi, Euro Disney était une entreprise de taille moyenne. Comme vous l'avez dit, Alcatel-Alstom était un des grands groupes français, membre du CAC 40. Donc être directeur financier adjoint de ce groupe me convenait. J'avais quand même une centaine de collaborateurs sous ma responsabilité, etc. Et pour être honnête, quand je rejoins en 97 Alcatel-Alstom, n'anticipe pas du tout ce qui va arriver au groupe Alcatel dans les 4 ou 5 années qui ont suivi. Et j'ai donc la responsabilité du contrôle financier. Puis Alcatel, c'est un groupe avec des filiales dans le monde entier. Et donc là, je découvre aussi ce que c'est que la direction financière d'un groupe avec une multitude de filiales, soit à 100%, soit en partenariat. Et l'autre chose que je découvre et que j'apprends, c'est que Alcatel a une trésorerie centralisée pour le monde entier, très sophistiquée. Alcatel a sa propre salle des marchés, avec donc des professionnels des marchés qui interviennent directement sur les marchés, etc. Donc là, je change de dimension en termes de direction financière et de technicité. Voilà comment je rejoins. Maintenant, je ne suis pas resté très longtemps parce que pour la première fois de ma carrière, je n'ai pas été très heureux dans ce poste. J'ai pas été très heureux et je le dis parce que je crois que ça arrive dans toutes les carrières qu'il y a des périodes où on n'est pas très heureux. L'une des raisons d'ailleurs, c'était au niveau des relations humaines qu'il y avait dans cette division et diverses. Je me suis interrogé. Alcatel, c'était une très belle boîte. Au passage, j'étais fort bien rémunéré. Donc, sur le papier, pas tellement de raisons de partir. Je n'avais pas anticipé donc la crise d'Alcatel. Pas très heureux. Je commence à être attentif à ce qui peut se passer. Ce que je dis aussi à des personnes que je connais, c'est avoir la sagesse de réaliser que dans ce poste, je ne suis pas vraiment heureux.
Parce que combien de fois j'ai vu des gens qui n'étaient pas très heureux dans leur poste et qui finalement n'ont pas envie de prendre le risque de changer, de sortir, et qui préfèrent continuer là où ils sont. Mais c'est rarement un bon calcul, parce que quand on n'est pas heureux dans un poste, sauf si les hommes autour changent, mais si les hommes autour ne changent pas, il y a peu de chances que vous deveniez heureux un an plus tard, quoi. Donc là, quand on parle de poste, on parle en réalité plutôt de culture d'entreprise et de personnes plutôt que de responsabilité et de... Oui, tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait, vous avez raison. Le poste lui-même était très attractif, avec des vraies responsabilités, une centaine de personnes sous ma responsabilité, des gens N-1 chez moi, des gens de très grande qualité. C'était l'adéquation entre mon propre fonctionnement et la culture d'entreprise que je n'avais pas bien estimé et jugé, le mode de fonctionnement qui faisait que j'étais pas heureux en rentrant chez moi le soir. Et puis, je dirais, ce que je dis aussi à des jeunes, si le matin, quand vous vous levez, vous n'êtes pas vraiment content de partir au bureau, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Parce que si c'est le cas, vous n'êtes pas très heureux de partir à votre poste, il y a peu de chances que ça s'améliore dans le temps. Donc là, il faut être réaliste. Et dans une carrière aussi, on peut se permettre de changer de poste quand on a encore que 40 ans ou moins de 50. Après, c'est plus difficile. Mais je crois qu'il faut ne pas hésiter à envisager de changer de poste. Ça veut dire aussi prendre un risque. Bien sûr. Et donc, à ce moment-là, je gagne donc, comme je vous le disais, fort bien ma vie chez Alcatel. Je suis approché par un chasseur de tête qui, au téléphone, me dit on cherche un directeur financier pour une société non cotée dans le Nord. Ah, qui ça peut bien être. J'ai deviné assez vite qui ça pouvait être. Je vais au premier entretien. On me confirme que c'est la direction financière du groupe Auchan dont il s'agit. Et alors, je connaissais pas trop Auchan. J'ai regardé ce que ça signifiait vraiment, parce que je connaissais les magasins Auchan, mais j'avais pas trop idée de la taille de l'entreprise, etc. Et pour vous donner une idée, j'ai repris les chiffres d'aujourd'hui, en 2024. Auchan, c'est 31,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial, et c'est 179 000 salariés dans le monde, quoi. C'est un grand groupe dont on parle peu parce qu'il est non coté. Mais j'y reviendrai. Non coté, ça ne veut pas dire secret pour autant. L'entretien avec Auchan, on me dit, bon, il faut que vous rencontrez... D'abord, je rencontre un directeur général, un directeur financier intermédiaire, je dirais, et parce que le directeur financier en poste partait à la retraite. D'accord. Pour vous donner une idée de l'accueil, le directeur financier qui partait en retraite, il a demandé à ne pas me rencontrer, spécifiquement. Il a demandé, parce que... Avec plaisir. Voilà. Il a demandé à ne pas me rencontrer. Moi, j'imagine que vous aviez été quand même mis au jus. Oui, j'avais été prévenu, parce que j'avais dit, est-ce que je peux rencontrer mon prédécesseur? Il m'a dit non, il ne veut pas vous voir. Parce qu'en fait, il n'était pas content de partir. C'était quelqu'un de très compétent, mais il n'était pas content de partir, avec un profil très, très différent du mien. Donc, je rejoins le groupe Auchan. Il y avait quelque chose que je n'avais pas tout à fait prévu. C'était le démarrage de mon poste chez Auchan. Donc, je reviens quand même au processus de recrutement. Oui, voilà, parce que c'est ça. Commençons par le commencement. Processus de recrutement. Donc, je rencontre le directeur général, un autre membre de la direction générale, puis après, on me dit, bon, il faut que vous rencontriez notre président fondateur, Gérard Mullier. Très bien. Oui, il y a une seule chose, c'est que Gérard Mullier, il n'est pas à Lille. Actuellement, il est dans le sud, dans sa propriété. Il faut que vous alliez là-bas. OK. Et il me rencontre dans un hôtel modeste, 2 étoiles. Je vous dis tout de suite. Modeste, 2 étoiles. Pour se concentrer sur le fond. Voilà. Et je dirais en parfaite cohérence avec
la philosophie du groupe et la volonté de simplicité du mode de vie du groupe. Donc, il me reçoit dans un hôtel 2 étoiles du côté de Marseille. On m'avait parlé d'un entretien qui devrait durer 1 heure, 1 heure et demie maximum. D'accord. Et j'avais pris mes trains de façon à repartir au bout de 2 heures, etc. Résultat, l'entretien, il a duré 4 heures. Et 4 heures, ça ne s'arrêtait pas, on était en tête à tête, mais ça se passait bien, c'était assez chaleureux. Et figurez-vous que Gérard Mullier ne m'a posé aucune question financière. Okay. Zéro. Aucune question sur les responsabilités financières que j'avais eues, etc. La seule chose qui l'intéressait, c'est pourquoi je suis dans ce bureau, pourquoi j'ai fait le choix d'aller travailler aux États-Unis, au Mexique, etc. C'était en fait la vie du bonhomme qui l'intéressait, les choix du bonhomme, pas l'expérience du directeur financier qui l'intéressait. Oui, parce que aussi ce travail-là avait été déjà préqualifié par d'autres. Voilà, en fait. exactement. Il avait été fait par d'autres. D'abord le chasseur de tête, qui était une chasseuse de tête, et puis les personnes que j'avais rencontrées avant. Donc ça a duré 4 ans. Il m'a expliqué tout, parce que moi, quand je vais au premier entretien, je ne suis pas du tout sûr de vouloir rejoindre Auchan. L'image d'Auchan à l'époque était tellement moins flashy que celle d'Alcatel, parce que j'étais pas très heureux chez Alcatel, mais et j'avais pas besoin de partir d'Alcatel. Oui. Et donc, pendant ces 4 heures, il m'expose la philosophie d'Auchan. Le soir, je rentre chez moi et mon épouse me demande alors comment ça s'est passé. Et je commence un peu à lui raconter. Et il me dit, mais il t'a totalement retourné, Xavier. Parce qu'après cet entretien, j'étais signataire, j'étais prêt à rejoindre Auchan, parce que cette épopée de la famille Mullier, d'Auchan, de Gérard Mullier, etc., m'avait séduit, et c'était tellement plus personnel, plus investi personnellement que ce que je connaissais chez Alcatel-Alstom, j'hésitais pas. En fait, je me permets juste de rebondir là-dessus. Je pense que parfois, la frontière entre quelqu'un nous a raconté une histoire qui est là pour nous vendre quelque chose parce qu'on est encore dans la phase de création de désir d'une certaine manière dans un process de recrutement, elle n'est pas forcément toujours incompatible avec le fait d'avoir raconté quelque chose avec laquelle la personne rentre en résonance, tout simplement. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est pas grave de considérer que si tant est que la différence entre ce qui est raconté et la réalité n'est pas trop élevée, très bien. En fait, j'ai fait ma qualification, j'ai posé des questions, on m'a donné des éléments. Ces éléments-là me parlent, en fait, finalement. Pourquoi pas? Oui, mais voilà, donc, parfois, on a tendance à voir aussi... C'est ça. Voilà. Et effectivement, à la fin de l'entretien, pendant l'entretien, je me disais pourquoi pas, parce que avant le début de l'entretien, j'étais pas du tout signataire, quoi. J'y allais avec un intérêt, avec une certaine curiosité, mais il y avait un truc qui me déplaisait profondément sur le poste chez Auchan. C'est que c'était basé dans le Nord. Moi, j'habitais Fontainebleau. On avait une maison qu'on venait de restaurer à Fontainebleau. Prendre un poste à Lille, ça voulait dire déménagement, transfert de la famille, tout le tintouin, quoi. Donc, c'était pas évident. Ceci dit, à la fin de cet entretien, il m'a retourné comme une crête, comme disait mon épouse. Il y avait juste un petit détail. On n'avait pas parlé de rémunération encore. On n'avait pas parlé de rémunération. Et c'est normal, à ce niveau de responsabilité, que ça arrive aussi tard dans le process? C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout, mais je crois qu'il ne voulait surtout pas que le critère de décision finale soit la rémunération. D'accord. Je pense qu'il voulait d'abord attirer la personne ou les personnes qui les convenaient, qu'on parlerait gros sous après, quoi, vous voyez. D'accord. Et après cet entretien, le directeur général m'appelle en disant « Bon, j'ai compris que l'entretien s'était, semble-t-il, assez bien passé, que Gérard Mullier avait passé 4 heures au lieu d'1 heure et demie avec vous. » C'était bon signe. Et je lui dis « Mais bon, personne ne m'a parlé de rémunération. » Alors, il me dit « Venez dans mon bureau, on va en causer. » Bon, je repars dans le Nord et on parle de rémunération. Et comme je vous le disais, j'étais fort bien rémunéré chez Alcatel. Et le DG me dit Xavier, vous avez une rémunération astronomique, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas s'aligner. Allez, vous auriez dû me le dire avant. Je lui ai dit, vous auriez dû me le dire avant. Et puis finalement, donc, ils m'ont fait une proposition
avec une baisse de mon salaire par rapport au salaire précédent, ce qui est quand même pas courant, quoi, hein. Une baisse de mon salaire avec une petite prime d'accueil pour essayer de compenser, mais qui était loin de compenser. Mais j'avais été tellement convaincu par le speech des différents dirigeants, etc., et malgré le fait que c'était loin de chez moi et tout, j'ai dit, on y va, j'y vais, on s'est mis d'accord sur une rémunération, mais une rémunération un peu plus basse. Et là, l'enseignement que j'en tire, c'est que je crois que dans nos carrières, il faut savoir ajuster le tir, et dans certains cas, si ça vous permet de faire un pas en avant, d'accepter une baisse de rémunération, vous vous referez peut-être plus tard. Et au passage, c'est que ensuite chez Auchan, j'ai bénéficié d'augmentations, etc. Et j'ai été bien traité en termes de rémunération. J'étais certainement pas parmi les directeurs financiers les mieux rémunérés du CAC 40, mais j'ai été bien traité et je n'ai pas à m'en plaindre, quoi. Oui. Mais ça a été quand même une leçon, et j'ai pas regretté cette décision, parce que finalement, être bien dans son poste, heureux dans son poste, c'est tellement plus important que 10% de rémunération de plus ou de moins, quoi. C'est sûr. Non, mais c'est sûr, à un certain niveau, quoi. A posteriori, c'est plus facile de le penser, mais en fait, sur le coup, je trouve que ça demande quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière la question de la rémunération. Il y a la reconnaissance, il y a une part d'ego, il y a une part parfois même des contraintes par rapport à des engagements. Enfin, il y a plein de choses en fait qui sont associées. Et puis même, c'est quand même super original comme process, parce que en plus vous êtes directeur financier par le passé, donc c'est des sujets que vous maîtrisez. Enfin, dire, c'est pas. Et pour autant, en fait, la discussion reste quand même pas évidente à avoir. Vous la menez tardivement dans le processus. Très tardivement, voilà. Et finalement, vous avez... Parce que c'est relatif, il y a peut-être des gens qui vont être choqués en disant « Non mais le courage, quand on gagne très bien sa vie... » Non, oui, mais chaque chose est relative. Ça dépend d'où on part, en fait, dans le raisonnement. Ah, tout à fait. Donc, par rapport à là où vous étiez, vous avez dû accepter une baisse de rémunération. Et il faut le courage pour prendre cette décision. Donc, je trouve c'est inspirant. Mais je n'ai jamais regretté, et comme je le disais, et financièrement, ce fut aussi une très bonne décision. Même si... Alors, c'est une façon de me rassurer. Ils m'ont dit, mais vous aurez le droit à des actions d'Auchan dans le cadre du système pour l'ensemble du personnel. J'étais pas actionnaire à titre. C'était pas spécifique en fait. Voilà. Dans la structure de l'actionnariat, il y a une partie pour le personnel. Pour le personnel depuis très longtemps. Exactement. Et qui est un élément constitutif de la philosophie du groupe Auchan. Et donc, dans ce contexte, je signe chez Auchan. Quelques mois plus tard, on déménagera à Lille, et à proximité de Lille. Mais ce que j'avais pas totalement bien intégré, et pourtant il me l'avait dit dans l'entretien, c'est Xavier, vous n'y connaissez rien au retail. Non, je connais rien. Donc il va falloir que vous approfondissiez un petit peu. Ah bon, ben oui. Donc j'ai prévu, vous allez aller au magasin de Villeneuve-d'Ascq, c'est Gérard Mullier lui-même qui est occupé de l'organisation. Vous allez au magasin de Villeneuve-d'Ascq et vous allez prendre un poste d'employé. Ah bon, mais ça va durer quoi? Une semaine? Ah non, vous m'avez pas bien compris. Hein. Vous m'avez pas bien compris. Ça va durer minimum un mois pour que vous compreniez ce dont vous parlez, etc. Et donc, j'ai été employé de libre-service dans un magasin Auchan à Villeneuve-d'Ascq. En fait, ça a duré même 45 jours, je crois. Et ça a été la meilleure chose qui m'est arrivée chez Auchan. Et je crois aussi que c'est une bonne leçon. Ça coûte cher à l'entreprise de mettre quelqu'un à mon niveau de salaire pendant 45 jours à pousser des chariots et des palettes. Mais c'est un excellent investissement parce que ça permet de comprendre le vrai fonctionnement de l'entreprise. Donc pendant plus d'un mois, j'ai été employé de libre-service et j'ai commencé par m'occuper de la réserve, c'est-à-dire de ranger les choses dans la réserve. Lorsqu'il y avait, des pots de lait percés, les emmener à la poubelle, etc.
faire la liaison avec les caisses lorsqu'ils ont besoin de produits et tout, et donc la vie réelle du magasin. Et comme je le disais, ça a été une excellente expérience et c'est ce que je recommande aussi aux jeunes aujourd'hui, quelle que soit l'activité le type d'entreprise qu'ils prennent, et essayer de comprendre l'activité de base de l'entreprise, ça leur sera toujours utile, même pour leur carrière, quel que soit le type d'activité. Et d'ailleurs, je trouve ça effectivement fascinant de voir l'investissement et après ça se comprend effectivement par rapport à votre pédigré, si j'ose dire, c'est-à-dire que si vous aviez été un expert du retail, peut-être que je sais pas d'ailleurs, ça aurait peut-être été différent, peut-être que ça aurait pas duré aussi longtemps. Je pense pas, ça va pas durer aussi longtemps, ça c'est sûr. Néanmoins, c'est dans la politique de cette entreprise de faire ce onboarding terrain. C'est pas spécifique à votre job à vous, mais ce que je comprends, c'est que plus on monte en responsabilité, plus si on n'a pas cette connaissance, on va passer plus de temps pour l'acquérir quand même sur le terrain. C'est vrai. Et puis, il y a ça. Et l'autre chose, c'est quand vous parlez aux collaborateurs, même quand vous présentez les résultats, votre légitimité est meilleure si vous êtes capable de faire référence au métier lui-même, parce que vous l'avez déjà un peu expérimenté sans devenir un expert. Donc, je pense que c'est vraiment un plus majeur quand ces entreprises peuvent mettre des dirigeants ou des futurs dirigeants dans ce genre de situation. C'est vrai que ça coûte cher à l'entreprise de faire ça, parce que pendant 1 mois et demi, ma productivité, c'était sans doute proche de zéro par rapport à un vrai collaborateur et un prix à payer extrêmement élevé. Mais ça permet aux collaborateurs, aux nouveaux collaborateurs de mieux comprendre l'activité et quelque part, je pense que ça contribue fortement à le fidéliser. Oui. En fait, j'ai établi des liens avec d'autres employés libre-service du magasin. Et d'ailleurs, au début, ils savaient que le Xavier, il allait travailler au siège. C'était tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il allait travailler au siège. Mais quand vous avez poussé des palettes pendant une journée, il n'y a plus de différence, quoi. Vous êtes Xavier comme les autres. Vous n'êtes pas le gars du siège qui débarque, quoi. Ouais, et ça, c'est précieux. Et je trouve que c'est bien quand les entreprises peuvent faire cet effort de plonger le nouveau collaborateur dans le vrai métier. Alors, je ne prétends pas du tout être un professionnel de la distribution. Non, mais avoir en tout cas, de sentir la réalité, en tout cas la sentir. Exactement, la sentir et sentir la réalité humaine, en fait, du métier. Et puis, quelque part, ce que ça m'a donné, c'est sans doute un plus grand respect du rôle des gens dans les magasins. Et quand on est cadre sup, on peut être tenté de dire, bon, Yaka, il faut qu'il fasse ça, désormais on va ouvrir le magasin une demi-heure plus tôt, que sais-je. C'est si facile de dire Yaka. Quand on sait coltiner soi-même, de pousser les chariots pleins de réserves et tout, le Yaka, on y pense à 2 fois avant de l'annoncer, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est très, c'est très smart comme manière de faire, parce que même sur l'acceptabilité des prises de décision, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous prenez des décisions, que vous comprenez l'impact que les gens qui vont être d'abord concernés par cette décision va être, vous prenez des meilleures décisions plus acceptables et plus acceptées. Ouais. Et donc, d'un point de vue juste leadership et juste capacité à ce que ça marche, parce que parfois on prend des décisions, c'est hors sol et puis du coup ça marche pas, donc en fait finalement du point de vue de l'investisseur et de l'actionnaire, c'est pas un bon move, surtout s'il réfléchit d'un point de vue long terme, ce qui est a priori le cas d'une société non cotée. En fait on réfléchit pas j'imagine, je sais pas d'ailleurs comment est-ce que cette image que moi j'ai de court terme vs long terme, c'est quand même une vraie tension dans toute cette prise de décision, à quel point quand on est dans une entreprise comme ça non cotée, le long terme l'emporte plus naturellement sur le court terme. Alors, clairement, si je compare la philosophie de gestion d'Alcatel, société cotée, très attentive à son cours de bourse, et la philosophie de gestion de Auchan est beaucoup moins cramponné aux résultats de l'année, avec la volonté d'améliorer la présentation des résultats de l'année
c'est rarement le sujet, quoi. Même si on fait attention, Auchan fait attention aux résultats de l'année, mais c'est effectivement une beaucoup plus grande attention aux projections de résultats sur 3 ans. Et pourquoi? Mais parce que les experts qui valorisent les actions Auchan, c'est un collège d'experts externes, et ils travaillent sur la base des résultats de l'année N-1, mais également des projections que le management donne sur 2 ans en général. Et ces projections sont extrêmement importantes. Donc, la valeur de l'action Auchan pour le personnel et pour les membres de la famille ne dépend tant des annonces faites au mois de février lorsqu'on annonce les résultats, mais bien d'une projection sur une période plus longue. Et c'est une grande différence, et je pense une force de société non cotée, que d'avoir cette vision effectivement sur plusieurs années et beaucoup moins attentive aux résultats de l'année et au fait que l'action va faire moins 7% lorsqu'on annonce le résultat de l'année, quoi. Ce que j'ai connu chez Alcatel. Et sur la question de la prise de décision, du coup, indépendamment de la communication, est-ce que enfin, on le retrouve aussi dans la prise de décision? Parce que il y a un peu je vous pose la question aussi parce que vous aviez passé 20 ans dans le groupe Auchan, Exact. Donc vous avez quand même connu le temps long. Oui. Donc, a priori, les côtés positifs du temps long, parce que le temps long permet aussi de voir des décisions que vous avez prises 15 ans après, qu'est-ce qui s'est produit, etc. Oui. J'ai l'impression, enfin, en tout cas, ma question, c'est est-ce que finalement, le fait que ce temps long soit possible, c'est très lié finalement à la structure de l'entreprise, sa culture, sa manière de gérer les gens? Ou est-ce que finalement, ça dépend plus de chacun, du mindset peut-être d'un dirigeant? Non, je crois que c'est vraiment très lié à la culture de l'entreprise, très lié aux attentes des actionnaires sur cette entreprise. Si les attentes de l'actionnaire, c'est un dividende à la fin de l'année important sur la base des résultats, les décisions qui vont être prises ne sont pas les mêmes que si l'attente principale de l'actionnaire, c'est une valorisation à moyen terme de son patrimoine. Et ce qui est clairement le cas chez Auchan, a été le cas chez Auchan toutes ces dernières années. Je peux pas commenter les 4 dernières années, puisque je n'étais plus directeur financier de Auchan, mais la culture, à ma connaissance, n'a guère changé en la matière. Donc, cette attention aux résultats sur une période longue est pour moi un vrai plus, surtout lorsque l'entreprise connaît des périodes de difficultés, et ça arrive à toutes les entreprises. Bien sûr. Et donc, peut-être pour illustrer, donc vous, en tant que directeur financier, typiquement, je sais pas, quelle décision vous avez pu défendre dans le temps long que potentiellement dans une organisation autre, avec une culture peut-être différente, vous avez dit, ça on m'aurait retoqué, enfin, peut-être plein de fois, en fait, avant que parce qu'il y a des décisions comme ça qui parfois mettent, encore une fois, c'est bien d'avoir le temps de pouvoir voir le résultat de la décision. J'entends à titre personnel. J'ai un bon exemple qui illustre vraiment cela. C'est Auchan en 2000 avait un magasin et demi en Chine. Auchan en 2020 avait près de 500 hypermarchés ou supermarchés, un succès fabuleux. Donc Auchan a beaucoup investi pendant des années, notamment au début. Et si Auchan, dans les années entre 2000 et 2010, avait eu une vision très société cotée française, ou société cotée en général, avec une attente de résultats immédiats, elle se serait sans doute pas développée aussi vite en Chine. Parce que en Chine, il y a un temps d'attente non négligeable entre l'investissement et le produit de l'investissement. Et donc, cette patience, entre guillemets, ou cette sagesse concernant les attentes de résultats a certainement contribué au succès exceptionnel d'Auchan en Chine, puisque Auchan, comme je vous dis, a démarré en 2000 avec quasiment rien et était devenu un groupe vraiment très significatif de distribution en Chine en une période finalement très courte. Et c'est en fait une position sur laquelle vous, en tant que directeur financier, vous aviez dû défendre le fait d'attendre, de ne pas changer de cap, etc. ou...
Je vais vous dire, je vais pas m'attribuer tous les mérites parce que là, en l'occurrence, je pense que c'est l'actionnaire lui-même qui était tout prêt à montrer une certaine patience pour ça. Et moi, mon seul rôle, c'était de montrer dans les résultats qu'il y avait des bonnes perspectives, quoi. Très clair. Ouais. Ok. Mais c'était le rôle et la responsabilité de l'actionnaire de dire continuer ou stop, quoi. Ok, très clair. Moi, je lui donnais les éléments d'appréciation. Vous avez réalisé en fait, en donnant ces éléments d'appréciation, que ça permettait de rester quand même dans la course et qu'il ne change pas de décision, là où potentiellement les mêmes éléments auraient pu faire prendre une décision différente ailleurs. En fait, Absolument. c'est ça. Dans une C'est ça. société Ok. non cotée une société cotée Mm. et particulièrement vulnérable au cours de bourse, je pense que les choses auraient été effectivement différentes. Très clair. Très clair. Ouais. Il y a un autre élément qu'on n'a pas abordé, on va revenir un peu dans le temps, mais au début, quand vous arrivez chez Auchan, au sein du groupe Auchan, il y a un élément pour moi qui est important, c'est comment est-ce qu'on crée la confiance. Il y a l'onboarding, ça c'est une première partie, c'est connaissance du terrain. Et puis il y a la relation au N+1, aux autres, aux pairs, aux actionnaires. Bon là en l'occurrence les actionnaires sont en partie aussi le N+1. Ça a été quoi votre posture, peut-être des conseils que vous pouvez partager sur comment est-ce qu'on gère ce début, quoi, parce que ce début, il y a des débuts à chaque fois dans... Ouais. Moi, j'avais une forme de conversion à faire quand même, parce que jusqu'à présent, dans toute ma carrière, j'ai travaillé pour des sociétés cotées en bourse, que ce soit en France ou aux États-Unis, très axées sur la performance annoncée aux analystes et tout, et j'arrive dans un groupe très différent. La seule recommandation que je ferais à des personnes qui changent de job, c'est prendre le temps de s'asseoir et d'observer le nouvel animal, qui est très différent sans doute des animaux précédents que vous avez côtoyés dans vos jobs précédents, et ne surtout pas penser que l'entreprise que vous venez de rejoindre ressemble nécessairement fortement aux différentes entreprises que vous avez pu connaître avant. Mais ça demande un effort, en fait. Ça demande un effort. Et puis, l'autre chose que je recommanderais, c'est de passer suffisamment de temps avec des acteurs clés de l'entreprise que vous rejoignez pour les faire parler et les écouter. Surtout, ne pas trop parler soi-même de ce qu'on a fait, mais écouter ceux qui sont dans la nouvelle entreprise que vous rejoignez. Ils ont beaucoup de choses à vous apprendre et plus vous l'apprenez vite, mieux vous serez. Et vous réduisez aussi ainsi votre risque d'erreur et votre risque de rejet. Dans une entreprise avec une forte culture, si vous ne respectez pas suffisamment cette culture, le risque de rejet est loin d'être négligeable. Et même dans un groupe comme Auchan, j'ai vu des gens arriver, des cadres qui étaient arrivant de grandes écoles, très bien formés, très belles expériences, mais la greffe ne prenait pas, notamment pour ces raisons sans doute d'écoute et de biochimie. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre élément dans ce que vous dites, c'est que il y a le rejet dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a aussi ceux qui sont là, qui sont installés, en plus à l'échelle d'une équipe de direction. Vous arrivez de l'extérieur, donc c'est pas anodin en fait. Vous n'êtes pas monté par entre guillemets le bas. Ouais. Du coup, il y a aussi cette question de comment en fait on arrive à être accepté par les autres qui sont déjà là en fait. C'est une très bonne question parce qu'elle s'applique parfaitement à Auchan. Beaucoup de dirigeants d'Auchan étaient arrivés au top niveau, ils avaient commencé leur carrière chez Auchan comme chef de rayon, voire même comme employé. Mon patron, qui était un dirigeant exceptionnel. Vous parlez de Christophe Dubrulle. Oui, Christophe Dubrulle. Très bien. Absolument, vous avez Christophe Dubrulle, un patron exceptionnel, et qui avait commencé comme, même pas comme chef de rayon, comme employé libre-service. Et à cause de ses qualités de leadership, il est devenu le patron. Donc, effectivement, les qualités requises, c'est pas toujours celles que l'on peut imaginer d'intelligence ou de capacité à écrire une dissertation, quoi. Mais du coup, je ne sais pas si j'ai été clair sur ma question, mais en fait, le fait que vous arrivez de l'extérieur, bah, comment est-ce que vous avez fait pour qu'ils ne se disent pas mais qui est ce type qui arrive de l'extérieur Ouais.
J'ai du mal à répondre parce que c'est ceux qui m'ont vu arriver qui pourraient mieux en parler. Mais je crois que la modestie est, dans ce genre de situation, une clé pour être accepté. Et accepter le principe que les gens qui sont en face de vous, qui n'ont peut-être pas fait des études particulièrement sophistiquées, accepter qu'ils en sachent plus que vous, quoi. Accepter de recevoir, peut-être pas des leçons, mais des conseils de ces personnes. Donc, ma réponse, c'est modestie. Et si on prend la contraposée, c'est-à-dire que vous, je ne sais pas si vous avez été amené à recruter des personnes haute responsabilité qui venaient de l'extérieur. Comment est-ce que, en tant que manager, créer les conditions justement pour que cette personne-là elle puisse avoir le temps de montrer finalement la valeur de ses compétences, parce que je pense qu'il y a aussi le rôle du manager. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai effectivement recruté, par exemple, un trésorier, très bon professionnel venant de l'extérieur avec le bon CV et tout. Et en fait, très vite, j'ai fait avec lui ce qu'on a fait avec moi. C'est-à-dire que je l'ai envoyé en formation dans un magasin à pousser un caddie pendant plus d'1 mois. Et je m'étais dit, d'abord, s'il survit à ce mois-là, c'est bon signe. C'est un bon indicateur. Exactement. Ouais. Et ce fut le cas. Et donc, l'un des éléments pour identifier et préparer les personnes, et là, c'était donc un haut diplômé, etc., c'est de s'assurer qu'il est capable de vivre cette expérience. Et ce fut le cas. Mais vous soulevez un point important dans certaines entreprises. La cohabitation entre des diplômés, grandes écoles, etc., et puis des personnes qui ont fait leur carrière sur le terrain, cette cohabitation est loin d'être facile quelquefois. Et ça demande beaucoup de modestie de part et d'autre. Oui, c'est comprendre qui est l'autre et accepter finalement la force de l'un et la force de l'autre, qui ne sont pas les mêmes forces en fait finalement. Mais qui sont différentes, et forces différentes, absolument. Sur votre expérience au champ, en fait, bon, de toute façon, c'est pas forcément le but de ce podcast, c'est de parler de vous et de votre carrière. Il s'est passé 1 milliard de choses dans votre expérience au champ. Vous avez, au bout d'un moment aussi, rejoint le COMEX du groupe. Oui. Peut-être juste un mot là-dessus, parce que c'est une réorganisation en fait de la gouvernance du groupe à ce moment-là. Peut-être est-ce que vous pouvez juste en dire un petit mot et comment vous, en fait, surtout à titre perso et personnel, vous vivez ce moment-là, qu'est-ce que ça apporte, quels éléments peut-être quoi il faut être vigilant dans ces moments de changement et d'organisation ou de réorganisation. Lorsque j'ai été nommé au COMEX d'Auchan, certes, ça a été une forme de reconnaissance personnelle pour moi, mais ça m'a permis aussi de mieux comprendre les différents éléments et critères des décisions majeures qui sont prises par le groupe. Et quand vous écoutez votre collègue du COMEX, DRH par exemple, sur tel ou tel sujet, vous êtes amené à prendre une décision qui est peut-être légèrement différente de celle que vous vous prépariez à prendre tout seul éventuellement. Et l'autre chose que j'ai apprise en rentrant dans le COMEX, c'est que avant, j'étais responsable des décisions de la direction financière. Et une fois que je suis dans le COMEX, je suis co-responsable de toutes les décisions qui vont être prises par le COMEX, y compris les décisions ressources humaines qui n'ont rien à voir avec mon domaine personnel, y compris des décisions sur des grands systèmes informatiques et tout. Donc, ce que j'ai appris, c'est la solidarité dans la prise de décision, y compris quand les choses deviennent compliquées pour défendre la prise de décision. Ce qui est terrible, c'est lorsque dans un comité ou un comité de direction, lorsque les choses deviennent compliquées, certains peuvent se désolidariser. Bon, c'est pas le cas de l'expérience que j'ai vécue, mais j'ai des amis qui ont connu ça. Comité de direction ou COMEX, comité exécutif, ou comité exécutif, pardon, signifie aussi solidarité dans les décisions, quand bien même elles sont difficiles à prendre. C'est vrai que, en fait, je pense que cette question de la responsabilité, bon, elle est exacerbée à ce niveau de responsabilité. Moi, je crois que c'est quelque chose qui a de la valeur vraiment dans toute l'échelle de l'entreprise. C'est un peu le fait de dire je suis prêt à comprendre. Quand je comprends, je peux défendre.
même si c'est pas forcément moi qui ai porté la décision, même à l'échelle d'un manager de proximité, même à l'échelle... En fait, il y a un côté... Ok, maintenant, en fait, d'ailleurs, ça me rappelle des échanges que j'ai en ce moment avec des personnes qui ont eu des carrières plutôt militaires, par exemple, Ouais. qui m'expliquent que dans ce milieu-là, il y a le moment où, en fait, on discute et on challenge, et on peut d'ailleurs challenger son boss, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a un moment où une décision qui est prise, et du coup, tout le monde se range derrière la décision et on avance. Et je trouve que parfois, c'est un peu décrié comme manière de fonctionner. Là, je me dévoile plus à ma vie personnelle, mais je pense que ça permet, à un moment donné, si la phase 1 est bien faite, la phase d'écoute, ça a plus de chances de donner des meilleurs résultats parce que derrière, après, on délivre, quoi. Voilà. Je suis 100% d'accord avec ça. Et ça correspond aussi bien aux expériences que j'ai pu avoir, notamment chez Auchan. On avait des discussions avant les décisions difficiles entre nous, en comité de direction, mais c'était vrai au niveau d'un magasin aussi, comme vous le dites. Mais une fois que la décision est prise, ce qui est très important, c'est de dire « nous avons pris la décision ». C'est le « nous » et ne pas avoir de lâcheté, même lorsque les choses deviennent un peu difficiles pour le « nous ». Mais effectivement, je partage complètement votre remarque. Je crois que c'est un élément très important du management que de co-assumer les décisions, quand bien même elles ont été difficiles, et ceci, quel que soit le niveau hiérarchique auquel on arrive, mais ça passe par une discussion franche entre les acteurs, comme vous l'avez dit, mais c'est ce que j'ai connu aussi, et cette discussion où on a le droit d'avoir des avis différents, dans un premier temps, est très importante, mais après, il y a une décision et une seule décision. Et je trouve que c'est très difficile aussi, c'est une observation, on a tendance quand même à, même dans la vie publique, à demander à des gens qu'est-ce qu'ils en pensent eux, à titre personnel, à titre, je veux dire, par exemple, dans l'univers politique, il peut y avoir une décision qui est prise, et puis après, derrière, on va chercher chaque personne, on va dire, mais toi, t'en penses quoi? Mais attends, t'es pas d'accord, etc. Et donc, oui, mais c'est des éléments de langage, parce que du coup, vous dites toute la même chose, mais en fait, c'est la même chose. En fait, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être un désaccord dans la phase où il faut discuter, mais à un moment donné, il faut avancer, et donc, on peut pas... Et je trouve que c'est pas facile, parce que justement... c'est pas facile après. Non. C'est surtout difficile si, pendant la période de discussion, vous étiez opposé à la décision finale qui est prise. Si la décision est la vôtre, c'est bon. Ouais. Et effectivement, ça demande une vraie honnêteté vis-à-vis de ses collègues, en fait. Non, mais c'est hyper intéressant. Et peut-être un dernier sujet que je voulais aborder avec vous. Bon, il y en a évidemment beaucoup, mais on arrive à plus de 2 heures là d'échange, donc je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, on libère les auditeurs. Ce qu'on n'a pas abordé, c'est que vous avez donc des rôles de direction financière, mais on l'a vu dans votre carrière, il y a plusieurs moments, vous avez pris une direction business, à un moment donné, vous avez donc là, Comex, évidemment, vous êtes amené à, comme vous venez de le dire, à prendre des décisions, ou en tout cas à contribuer à ces réflexions sur des sujets qui ne sont pas que financiers. Mais vous avez aussi eu des mandats au sein du groupe Auchan, qui sont des mandats opérationnel, enfin je veux dire business, dont la présidence d'une banque, Onebank, ouais. Et je trouve que c'est intéressant. J'aimerais juste vous entendre là-dessus sur déjà qu'est-ce qui a fait que vous avez pris ce rôle, et qu'est-ce que ça vous a apporté aussi justement de peut-être d'être sur 2 pieds, une partie finance et une partie business, même si le métier de la banque reste financier. Voilà, savoir un peu comment ça se passe. Vous l'avez bien décrit, effectivement, en tant que directeur financier, très vite, j'ai été membre du conseil d'administration de Onebank. Onebank, c'est une filiale détenue à 100% par Auchan et qui fait du crédit à la consommation pour les clients d'Auchan dans les magasins. Et puis, après avoir été assez longuement membre du conseil d'administration, on m'a demandé de prendre la présidence du conseil d'administration de Onebank. Et j'ai été président de Onebank pendant plusieurs années. Et effectivement, là, j'avais 2 rôles. J'avais ce rôle de directeur financier d'Auchan et un rôle beaucoup plus opérationnel de président de Onebank. Et c'est une chance dans une carrière quand l'entreprise peut vous faire ce type de confiance et d'avoir un pied dans le fonctionnel, mais aussi avoir un pied dans le purement opérationnel avec les responsabilités qui vont avec. Je ne peux que recommander de saisir ce genre d'opportunité quand elles se présentent. C'est pas toujours le cas. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, les rôles fonctionnels et les rôles opérationnels s'enrichissent mutuellement, clairement, dans la prise de décision finale. Bon.
Pardon, je suis désolé, vraiment, mon état de santé n'est pas optimal pour enregistrer un podcast, mais c'est comme ça. On l'entend pas trop. Ça va. Heureusement. Peut-être une ou deux dernières questions plus génériques, pas forcément liées à un moment spécifique de votre carrière, mais j'aime bien comprendre la relation aux opportunités. Est-ce qu'il y a par exemple une opportunité que vous avez failli laisser passer, parce qu'il y en a plein qui se présentent, et finalement, elle a été déterminante? Je pense qu'il y a une opportunité que j'aurais fort bien pu laisser passer, c'est de partir aux États-Unis. Parce que, comme je vous l'ai dit, on m'avait donné un rôle opérationnel en France, et je quittais donc la finance, ça me permettait d'évoluer éventuellement vers une direction générale et tout. Et puis, paf, on me propose, certes aux États-Unis, mais de revenir dans la finance. Eh bien, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce pas, mais qui n'était pas parfaitement cohérent, si vous voulez, avec une trajectoire de carrière classique. Ouais, c'est intéressant, effectivement. C'est que la manière dont vous l'avez raconté tout à l'heure, on sentait pas forcément beaucoup de doutes, mais en fait, a priori, il y avait quand même... Il y avait doute. Il y avait doute, ça permet d'illustrer. Il y a un autre élément qui, pour moi, est très important, et je pense qu'il est important pour beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est comment est-ce qu'on arrive à trouver un alignement entre du coup ce qu'on sait faire, le contexte dans lequel on fait, et puis ses valeurs, etc. Je comprends qu'effectivement dans le groupe Auchan vous avez trouvé un environnement très propice pour ces éléments-là, mais pour être peut-être plus précis, est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière, peut-être même au sein de ces 20 ans au sein du groupe Auchan, où vous avez senti que c'était vraiment beaucoup plus fort que d'habitude? Vraiment, il y avait une sorte de flow. Tout ce que vous faisiez, il y avait une énergie qui faisait que ça marchait, et en même temps ça correspondait, ça cochait même l'équilibre personnel, ça cochait l'impact, ça cochait les valeurs. Je vais vous dire, là-dessus, je donne ma langue au chat. Très bien. Parce que je n'ai pas un exemple particulier en tête durant lesquels tout fonctionne bien. Okay. Et quelquefois, on aimerait qu'il y ait des moments où tout fonctionne bien. En général, il y a quand même toujours un petit hiatus. Okay. Et j'ai connu des périodes avec ces petits hiatus qui font partie de la vie professionnelle. Tout à fait. C'est aussi une très bonne réponse. C'est qu'a priori, peut-être que c'est une quête qui est finalement inatteignable. Ce qui est aussi très, très bien. Je pense qu'on a abordé beaucoup de sujets. Pour donner quand même un peu de contexte, ces entretiens, on les prépare pendant assez longtemps. Il y a beaucoup de sujets qu'on a abordés pendant la préparation qu'on n'a pas eu le temps forcément d'aborder aujourd'hui. C'est pas grave. Déjà, je pense que ce qu'on a retenu aujourd'hui est clé. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir pris le temps de vous ouvrir du coup aux auditeurs, et puis de me fournir ce témoignage. Je pense que ça va parler à plein de types de personnes, pas simplement des personnes qui ont vocation à devenir directeurs financiers, mais ceux-là, je pense particulièrement. Voilà, encore une fois, un grand merci pour les auditeurs. Je vous dis au prochain épisode. Merci beaucoup, Jaffar. C'était un plaisir. Bravo! Vous venez d'écouter la suite et fin de mon échange avec Xavier de Mezrac. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jaffar@lesgrandsépopées.fr.